Alright, on va essayer de faire assez rapide. US First. Donc, on a enchaîné. Je sais plus si c'était la dernière fois que j'ai fait un live. Bon, c'était il y a quelques semaines, 3, 4 semaines, donc on devait être pas loin dans la zone. Euh, que dire des US, à part que on est montré sacrément fort, sacrément vite. Forcément, l'accélération avec toute la thématique IA Data Center fait que ça pousse les valeurs technologiques et donc la performance sur tous les indices, que ce soit américain, forcément surtout américain, taïwanais, japonais, sud-coréen, Europe même, des fois il y a des boîtes, je fais un peu en Europe, si je fais hop, des boîtes européennes comme STM, Soitec, enfin des trucs un peu qui étaient à l'avant-nous à l'époque, se sont mis à faire du x4, x5, qui sont plus ou moins justifiés. Ça, on pourra en revenir après dans le second plan. Mais on se retrouve avec les US quand même. Le Nasdaq qui a tapé les 30 000. Le S&P qui a tapé les 7005 il y a encore quelques jours. Donc de sacrées bonnes nouvelles, on va dire sur les marchés US. Maintenant, la question, c'est forcément entre les attentes, parce que entre les attentes des marchés sur les années au futur et la réalité, c'est toujours là où ça peut potentiellement diverger. Donc, à l'heure actuelle, il y a forcément des énormes attentes en termes de dépenses, des grosses boîtes autour de data center, enfin de l'IA, de la robotique aussi qui va venir. Donc, forcément, il y a SpaceX qui va bientôt rentrer en bourse cette semaine, cette prochaine, ouais, fin de cette semaine, il me semble. Donc on est quand même un marché qui est sous dopamine de bonnes nouvelles en permanence. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a fait presque depuis la guerre en Iran 20% en ligne droite, en très ligne droite en 2 mois sur les indices. Encore, hein, je parle là des indices S&P, mais si on regarde les indices sur la tech pure, sur le SOX, typiquement, c'est tout ce qui est les small big cap de tout ce qui est semi-conducteurs. Plus d'Iran, on a fait plus de 80%. Donc, on est quand même sur certaines performances qui donnent le vertige quand on zoom out. Euh, et c'est tout à fait normal. J'ai envie de dire, on est sur la question, c'est ça, cette chose. Est-ce on est dans une bulle? Est-ce qu'on rentre dans une bulle? Est-ce qu'on est à la fin d'une bulle? C'est-à-dire, on sait réellement qu'on est dans une bulle qu'au moment où la cassure est là et qu'on se tape un moins 30, moins 20, moins 40% sur les marchés. À l'heure actuelle, je ne trouve pas qu'on est particulièrement en bulle. Potentiellement, on peut commencer à entrer au niveau de certains stocks, que ce soit Nvidia, que ce soit SK Hynix, etc. C'est des stocks qui tiennent quand même sacrément le vertige. Et je vais pas vous mentir. Forcément, après, c'est pas only hype, hein, c'est parce qu'il y a des énormes attentes. Par exemple, vous vous dites, ok, bah, il y a une croissance phénoménale. Comment ça se fait? Je veux dire, c'est pas naturel et tout. La réalité, c'est parce que simplement, on a une attente à l'heure actuelle, ils gagnent, je sais pas, 59 000 dans leur monnaie, le crown, je sais même plus, Korean won. Euh, L'année prochaine, ils sont attendus d'attendre, ils ont des attentes de rentabilité de 6 à 7 fois plus de leurs bénéfices. Donc forcément, si elles vont gagner l'année prochaine avec le building data center, la robotique et tout, il y a un besoin fort de mémoire. La mémoire, bah, ça reste un secteur extrêmement cyclique. Eux, ils ont tout à gagner parce qu'ils ont le duopole avec le quasi-duopole Samsung, SK Hynix, Micron. Ces boîtes-là vont littéralement multiplier par 5 ou 6 le chiffre d'affaires dans les prochaines années qui viennent. Forcément, derrière, leur chiffre d'affaires de leur boîte fait 5 ou 6 fois euh, extrêmement rapidement. Fait un repricing extrêmement fort. Ce qui peut paraître 100% une bulle, c'est toujours là la question, c'est, pour moi, c'est pas forcément une bulle, c'est un rewriting très très fort. La question forcément, c'est est-ce que les projections sont pas complètement délirantes? Ça ne se passera pas. Ça, c'en est une autre. Euh, la question, c'est quand on compare, on va dire, sur les bulles qu'il y a pu avoir en 2000, on avait des boîtes qui se payaient, je sais pas, si on compare Nvidia qui a bien explosé en termes de rendement sur les marchés, en termes de rentabilité.
c'est une boîte à l'heure actuelle qui se paye uniquement, je sais pas, 40 fois ses free cash flow. À l'époque, Cisco et compagnie, qui étaient, on va dire, des mastodontes, qui sont devenus des énormes mastodontes pendant la bulle de l'IA, pendant la bulle d'Internet, se payaient 500 fois leurs earnings. Même si effectivement ils avaient très, très fortes attentes dans les années plus tard, à l'instant T, ils étaient quand même extrêmement chers. Et Nvidia, à l'heure actuelle, c'est absolument pas le cas. Maintenant, forcément, Nvidia, SK hynix et compagnie et tout ce qui est data center et semi-conducteurs, ça reste une industrie qui est extrêmement cyclique. Euh, et potentiellement, on est sur un méga cycle des semi-conducteurs pendant cette période-là. Et en plus, effectivement, point très important qui va pousser justement qui va pousser, pardon, le pousser la production et la rentabilité des semi-conducteurs, c'est les boîtes qui vont, qui prennent de la dette, donc les néo-cloud, etc., pour acheter énormément de GPU, afin de justement d'acheter de la puissance de calcul pour justement les nouveaux modèles, etc. Et en plus, les entreprises comme les mégatech qui se mettent à issue des nouveaux stocks pour, euh, pour acheter aussi plus de compute. Donc il y a vraiment un rush monstrueux de la part de tous les acteurs du marché, surtout US, hein. Même si la Chine commence à rentrer très fortement en liste aussi. Euh, Sur une industrie qui a absolument pas vocation à avoir une demande tout le temps, enfin une vocation à une demande, avoir une demande pareille, forcément, ça fait exploser la rentabilité de toutes les boîtes, fait exploser la performance des stocks, qui pousse les marchés Nasdaq et compagnie à la hausse. La question, c'est dans tout écosystème cyclique, la question c'est où est-ce qu'il va s'arrêter le cycle? Il s'arrêtera forcément à un moment parce qu'on peut pas issue des stocks à l'infini. Potentiellement, l'IA sera extrêmement rentable pour toutes les boîtes qui tournent autour de l'IA, ce qui leur permettrait d'acheter en permanence les nouveaux GPU, en permanence gagner en rentabilité en faisant des économies sur le nombre de salariés ou autres. Et effectivement, dans ces cas-là, le ROI, hein, donc le retour sur investissement du fait d'issue des nouvelles shares, de prendre de la dette, d'acheter des cartes graphiques au même moment que tout le monde, donc à un prix 10 fois supérieur, sera totalement rentable. Et c'est la question qu'on se pose. Donc forcément, sur une question qui à l'heure actuelle commence à se poser fortement sur le marché, c'est qu'on veut avoir de la rentabilité sur ces investissements-là. Malheureusement, je pense que ça va prendre quelques années pour se voir. Donc c'est un peu trust me bro sur les marchés. On continue de monter parce qu'on sait que ce sera rentable et tout. Question à terme, c'est est-ce que ça le sera vraiment? Ça, c'est un peu la question au million de dollars. Donc on se retrouve effectivement avec des marchés extrêmement étirés. Donc on se dit qu'ils sont sûrement extrêmement chers. Ils sont assez chers à l'instant T, mais quand on regarde le S&P, je sais pas, hein, si je regarde SPX, PE, Forward, hop, donc qui prend les attentes de croissance futures du S&P dans la cause. Donc à l'heure actuelle, voilà, on a un S&P à 21 fois CPE. C'est pas extrêmement cher. C'est même beaucoup moins cher qu'on aurait pu avoir juste avant le Covid ou autre. C'est parce que aussi les attentes de croissance sont extrêmement fortes. Et la question c'est est-ce que c'est faisable ou non? Ça c'est un peu ce qu'on verra, on va dire, dans les prochaines années. C'est effectivement si vous croyez que la croissance va être solide et structurelle, il n'y a aucun intérêt de prendre des profits, de vraiment sortir des marchés. C'est pour vous forcément dans une bulle totale. Là, effectivement, je peux comprendre que ça donne le vertige et que vous avez du mal à suivre. Ça, c'est effectivement, c'est toute la complexité de rester investi sur une période où potentiellement, il y a de plus en plus de risques. Le moindre risque au niveau supply chain, au niveau macroéconomique, même si on parle plus trop de macroéconomie en ce moment, hein, je veux dire, les marchés sont totalement focus sur l'IA. Donc, on va dire, on rentre, on va dire, dans cette loop de l'IA s'améliore, donc les performances vont s'améliorer, donc la rentabilité des boîtes vont s'améliorer.
Maintenant, il y a forcément un moment où cette logique sera brisée et la volatilité arrivera parce que dans tous les cas, je veux dire qu'on le veuille ou pas, même si l'IA va changer relativement le monde, ce que je suis convaincu, on aura toujours des périodes de pullback, de 30, 40% ou autre, potentiellement des crises, des crashs, des bulles. Je veux dire, ça changera rien à la donne. La question, c'est effectivement dans quel niveau de cycle on est. Et on a beau vous dire que c'est le meilleur moment d'acheter maintenant. La réalité, c'est qu'on va quand même se taper un moins 30% au bout d'un moment. La question, c'est est-ce que c'est maintenant ou quand la S&P aura doublé. Par contre, effectivement, ce sont des entreprises qui font partie du SOX, donc qui sont très exposées aux semi-conducteurs, qui sont totalement exposées aux semi-conducteurs. Des moins 10, moins 20%, c'est beaucoup plus dédommageable que sur la S&P, quoi. C'est, je veux dire, ça, c'est des pullbacks à coup de moins 30, moins 50 en permanence. Là, c'est aujourd'hui, on se tape un moins 50. Je peux vous dire, ça ferait extrêmement mal aux investisseurs. Maintenant, c'est tout à fait possible. Là, à l'heure actuelle, pour moi, pour mon portefeuille que je partage dans le Discord, typiquement, je suis assez leveragé en tout sur les indices. Donc, j'ai une grosse exposition sur le SOX. Donc, enfin, les éléments, enfin, pas mal de supply chain, on va dire, semi-conducteurs. En soi, mon benchmark s'approche plus pas mal entre le mix, entre le S&P et le SOX. Je commence à avoir effectivement le vertige, donc j'ai alloué une partie de ma rentabilité à acheter des protections. Aujourd'hui, par exemple, le SOX est à moins 3%. Je crois que mon portefeuille est flat. J'ai vraiment pas mal de positions qui me protègent justement en cas de chute, parce que pour moi, on est quand même pas mal de chances d'avoir une chute. Alors, je parle pas d'une grosse chute, mais le problème, c'est que le SOX, là, on a fait une chute, on a fait un pullback moins 15%, quoi, déjà, alors que le S&P à peine a touché à moins 3. Je sais pas combien on est sur le S&P, mais on a fait le moins 5 et lui, il est déjà à moins 13. Donc, forcément, je suis obligé de contrôler la volatilité de mon portefeuille, et ça passe forcément avec des options. Euh, voilà. Je sais pas trop pas quoi parler US, j'ai pas trop de trucs. Ouais, j'ai pas su aujourd'hui, mais apparemment il y a eu quelques problématiques autour euh, des, C- des CPO qui sont une nouvelle technologie co-package optique, qui sont, on va dire, une nouvelle façon euh, de faire transmettre les données au sein des clusters de GPU. Donc c'est une industrie qui a, par exemple, qui est toute nouvelle, hein. C'est les prochaines générations, on va dire, avant on utilisait du cuivre, de ce que je comprends. Maintenant, on va utiliser la lumière pour guider justement la donnée. Là, à l'heure actuelle, c'est une industrie, comme vous le voyez, par exemple, Fossy Fiber Optique est une boîte connue. Bon, elle a explosé en bourse depuis maintenant, enfin, une boîte taïwanaise, hein. Et typiquement, c'est un des acteurs, justement, euh, qui font cette technologie-là. Comme vous le voyez, par exemple, on a des attentes de croissance. Elle va faire x100 en termes de rentabilité sur les 3 prochaines années. C'est une toute nouvelle industrie qui sera 100% sûre d'être dans les GPU. La question, c'est à quel niveau de timing? Est-ce que c'est la prochaine génération en 2028-2029? Est-ce que c'est en fin 2026, début 2027? Je crois que là, il y a une news assez mauvaise qui retarde justement l'arrivée de cet acteur-là. Donc, j'ai potentiellement des positions de mon portefeuille où je suis dessus pour IMAX Technologies, qui, avec Fossy, font, on va dire, euh, des éléments de CPO, euh, qui est impacté. Donc, bon, Fossy, c'est taïwanais, donc c'est pas ouvert, mais elle risque d'ouvrir en rouge. HMX, après moins 10, parce que forcément, un retard de production fait que ça retarde la rentabilité qui est censée arriver plus tôt. Mais j'ai pas trop vu de news mauvaises aujourd'hui, hein. Pour moi, c'est juste un pullback de marché. Quand on est habitué avec du vert, ça fait bizarre. Ce que j'ai envie de dire. Je crois que le S&P, là, on a eu enfin une semaine rouge la semaine dernière. Mais on était quand même sur, il me semble, sur les futurs, hein. On était sur une série de 8 ou 9 semaines d'affilée totalement vertes, ce qui n'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps, hein. Donc là, on te fait forcément un pullback en weekly. Les gens sont tellement habitués depuis les 2 derniers mois d'être en permanence en vert, pardon, que le moindre rouge peut faire quand même sacrément mal.
Donc là, c'est la question à voir. Si effectivement, tout back potentiellement plus profond, retourner au moins sur des zones, des premières zones de support, hein, donc on va dire des trucs assez classiques où il y a du volume, c'est possible. Ça sera, il y a pas mal de choses à converger. En tout cas, je me suis hedge. Si on repart sur des all-time high, bon, on repartira sur les all-time high, mais et je mangerai ma perte sur les options, mais c'est pas grave. En tout cas, vu que j'ai encore mon exposition en action qui contrebalance justement mon billet bière, pardon. Donc voilà un peu pour les US. Je sais pas si vous avez des questions plus précises sur les US, sur les acteurs, sur, je sais pas, robotique, sur des titres encore en particulier. Sinon, je pourrais passer à la suite. Hop. Mais là, à l'heure actuelle, non, je l'ai pas mis, il me semble. C'est encore déconné ça. Mais là, à l'heure actuelle, avec le portefeuille que je tiens, on est sur une rentabilité. Donc là, on est à plus 54 versus plus 22 sur S&P. Forcément, c'est peut-être, à l'heure actuelle, on est peut-être plus comparable au benchmark du Nasdaq. Donc je pourrais le rajouter forcément parce que je suis plus pondéré Nasdaq, enfin pas Nasdaq, mais en tout cas tech. Mais ouais, 41% technologie, 55% US. Vous imaginez beaucoup de Taïwan aussi. Vous pouvez imaginer qu'effectivement, j'ai une exposition assez forte. Euh, attendez, quelle date? 5, 6. Ah, il m'a pas update les journées d'hier. Non, ça, tiens, je vais voir. Pas de questions, je peux passer aux US potentiellement. Aux US, directement crypto. Après, au niveau de Sols, l'action. Sols, ça fait, ça, c'est un truc où je moniteur plus trop. Je veux dire, on est dans un range, hein, donc je veux dire, la valeur risque pas de bouger entre ici et là, quoi. Donc à l'heure actuelle, effectivement, bah, si tu achètes à peu près ici, tu peux renforcer si on va sur des choses un peu plus basses. Maintenant, c'est un trade assez long terme. Je m'attends pas à que ce soit re-rate extrêmement rapidement. Je pense qu'elle va surtout bouger plus elle se rapprochera. En fait, il y a deux choses. Soit il y a un re-rating au niveau du nucléaire. Donc, pour l'instant, le nucléaire, bah, il n'a pas le vent en poupe. Tu vois, quand tu regardes des acteurs au clos, etc., c'est un peu le secteur du nucléaire. Mais on va dire, Swords, au moins, ne performe pas du tout comme ça, hein, avec des grosses négatives et tout. On va dire, c'est l'exposition un peu plus contrôlée sur une option nucléaire. Donc, pour moi, là, je ne fais pas grand-chose. Si j'ai un pullback plus profond, autour des 71, 70, 71, je pourrais en reprendre un peu. Euh, et c'est tout, quoi. C'est franchement, le gros mouvement, ce sera forcément sur soit le re-rating de nucléaire, qui est déjà enfin, le secteur, soit effectivement au niveau de ses earnings, où lors de ces earnings, bah, on aura beaucoup plus de visibilité au niveau des renouvellements de contrats qui augmenteront fortement sa rentabilité. Donc, même contrat, mais 3 fois plus cher, forcément, c'est directement dans la poche. Maintenant, c'est pas du tout,
c'est pas du tout oublié, hein. Le marché sait que la boîte sera de plus en plus rentable. Maintenant, c'est un moment où effectivement, il faut maintenant qu'elle soit re-rated beaucoup plus fortement, plus le nucléaire avance. Maintenant, c'est surtout, c'est pas, elle est pas au centre des conversations. Même si quand même, on oublie, hein, mais elle a quand même une exposition au niveau des data centers avec le liquid cooling. Elle fait le liquide justement que tu mets dans le cooling, le data center. Donc ça, cette partie, forcément, elle peut faire extrêmement plaisir. Si on a des bonnes nouvelles autour de celle-ci. Mais je m'attends pas, en tout cas, qu'elle perf comme une boîtière, hein. C'est pas vraiment le but. Du coup, toi qui es dans le secteur, comment est l'ambiance générale, si on possible, ça annonce de douter. C'est-à-dire dans le secteur, qu'est-ce que t'entends par... Ah, est-ce que ça commence à douter ou pas? Euh, non, honnêtement, honnêtement, il y a pas de crainte ou j'ai pas entendu d'écho. Après, je suis pas au niveau de la gestion à maudire en elle-même, je suis plus au niveau des clients externes. Mais non, non, ça gueule pas à cause des marchés en tout cas. Euh, je pense que ça commencera avec du LA, parce que vu que je fais du soft au niveau des marchés, c'est le soft pète pendant que les US font -5. Là, peut-être que j'entendrai plus de choses. Mais sur la finance, la gestion en elle-même, on est, il y a pas, non, non, il y a pas du tout en soi, c'est des cycles, hein. Je veux dire, les gens se mettent à lancer des fonds. Je vois beaucoup de fonds qui commencent à se lancer autour de l'IA, autour de l'espace, autour de la robotique, parce qu'effectivement, c'est l'ambiance générale, c'est ce qui fait vendre. Maintenant, de toute façon, il y a très peu de maisons à l'heure actuelle qui sont vraiment, qui sortent vraiment leur carte du jeu en gestion active pure. Et eux, entre guillemets, ont un vrai avis sur les marchés. Et à l'heure actuelle, en tout cas, elles ne sont pas sont pas des clients que je touche, quoi. Et en réalité, en France, je pense qu'il y a plus beaucoup d'acteurs qui font vraiment de la grosse gestion active, et qui arrivent à performer. Alright. Est-ce qu'on passerait pas crypto? Je sais pas si ça vous intéresse. Après tout, c'est- euh, c'est ça. Crypto. Je sais pas un truc spécifique crypto, comme à l'époque. En tant que Power, donc je sais pas. Je crois que ça devait être live 2. Voilà, putain, ça me rappelle la bonne époque. C'est parti, on se refait un total. Putain, j'ai l'impression de back à 3-4 ans là. Crypto total, et bah c'est pas joli. On en a fait du chemin. On en a fait du chemin depuis l'époque, hein. On faisait des dessins ici à l'époque, à se voir Bulles, etc. À se dire, oh mon Dieu, le Covid, c'est la fin du monde, qui devait être un pet ici. Non, non, les cryptos, forcément, de toute façon, c'est comme tout, hein. On a une performance, on a derrière le retour de bâton. On a eu un cycle extrêmement haussier qui a essentiellement tourné autour du Bitcoin. Très peu, la dominance a très peu bougé. Elle a été maintenue totalement pendant très longtemps. Bah alors, soit le cycle, ça a été ça, hein. Ça a été, on a commencé avec un BTC à 40% et on a fini avec un BTC autour de 60 et entre 60 et 65%. On n'a eu aucun répit sur les alts et forcément, bah, ça a créé des charts complètement immondes, hein. Et longtemps, je ne peux pas passer. Ah, sol à 65. Oui, quand même. Euh, ouais. Oh, ah ça, j'avais pas vu. J'avais pas vu Avax. Aïe, aïe. Ouais. Bon, on va revenir sur le total. On zoomera après sur la partie d'en dessous. Forcément, du coup, le total a complètement vomi. Après, je pense que maintenant, le total, c'est une grosse composante BTC de plus en plus.
Maintenant, c'est comme tout, c'est quelque chose, pour moi, c'est toujours les cryptos sur des cycles et tout, c'est toujours des step back. La réalité, c'est ultra cyclique. On le veuille ou non, ça reste autour des 4 ans, de la narrative j'ai même oublié le terme, quoi, du halving, pardon. Donc on avait eu un halving en 2025, on en aura en 2028, je crois, je sais même plus. C'est quoi le timing? Un truc comme ça. Euh, voilà. Donc il y a un zoomé, pour moi, de toute façon les cryptos, ça s'achète autour de la Vegas, ça se vend largement au-dessus de la Vegas. À partir de là, trader entre les deux, ça devient dangereux. Donc qu'est-ce qui se passe sur le BTC typiquement? C'est simple, hein. Hop, vous tirez, je vais même me mettre en log, hein. Euh, voilà, vous avez le schéma, c'est le BTC, ça s'achète autour de la Vegas, ça se vend largement au-dessus, ça se vend à la Vegas, ça se vend au-dessus. Enfin voilà, c'est simplement. Et à l'heure actuelle, on est sur la Vegas, donc c'est maintenant qu'il faut commencer à effectivement potentiellement se pondérer sur les cryptos, en tout cas sur le BTC, et assez simplement. Est-ce que je le fais à l'instant T? Non, pas encore. Mais très clairement, je vais me mettre à surveiller de plus en plus. Je sais pas, j'ai même pas forcément la température, vu que je suis tellement focus maintenant sur le tradit, mais la température Twitter au niveau des cryptos, je pense qu'elle doit être sacrément mauvaise, plus mauvaise qu'on a pu avoir FTX, ou c'est comment un peu le ressenti? Je suis curieux parce qu'effectivement, quand tu regardes le FIR, Fear Nvidia Index, euh, ah, on est quand même sur un bon 15%. All, ça va être en 2023, c'est pas terrible tout ça. Euh, ok. Parce que j'ai tellement plus la température des cryptos en ce moment que je sais pas où on en est au niveau du sentiment. Mais voilà, c'est simple. Je veux dire, on rentre clairement dans une zone d'achat. Est-ce que c'est le bottom? Je ne pense pas. Est-ce que c'est plus, je veux dire, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter maintenant qu'à 120 000? Forcément. Euh, tac, tac, tac. Donc pour moi, je n'ai pas encore pris des positions au niveau des cryptos. Il me semble que j'avais des zones au niveau de 56, 60. Quand je regardais à l'époque, voilà, c'est qu'on avait tac, tac. Et t'as en plus, si tu veux mettre du... Euh, voilà. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime pas mal regarder, c'est au niveau du price action sur les grosses unités de temps. Je veux dire, c'est assez simple, hein. On vient toujours. Quand le marché aime aller rechercher, on va dire, les anciens tops sur les 3 mois. Voilà, je veux dire, je vais pas chercher grand-chose. Le weekly, on est sur la Vegas. En monthly, pardon. Non, pas en monthly, autant pour moi. Alors, donc on est clairement sur des zones où moi je vais chercher à l'achat. Maintenant, est-ce que j'achète? Parce que forcément, là où les US sont sur le all-time high, les cryptos arrivent sur les all-time low, c'est-à-dire en termes sur ce cycle-là. Quid de si les US continuent à vomir, réaction sur les cryptos, parce qu'on a quand même une décorrélation complètement assez importante. Euh, voilà, c'est assez impressionnant. Pourquoi il y a eu ça? Parce que forcément, comme j'ai toujours dit, hein, les cryptos pour moi, il y a toujours eu des cycles, et en plus, c'est absolument toute la liquidité était pumpée dans l'IA. Malheureusement, il n'y a pas d'IA dans le BTC, donc ça fait moins rêver. Maintenant, il y aura forcément une rotation d'actifs entre ce qu'on a sur les US et potentiellement aider et racheter au niveau des cryptos. Je parle même pas des altcoins, hein. Les altcoins, je pense que TH, on pourra regarder le TH, mais en tout cas, le TH l'attend plus bas à l'heure actuelle. Mais c'est l'hécatombe, hop, si je gère ça. Euh, Settling.
C'est assez vertigineux. Donc, c'est toujours pareil. De toute façon, je vais pas m'intéresser à vouloir acheter des altcoins si déjà j'ai pas envie d'acheter du BTC. Euh, Maintenant, voilà. Je pense qu'il faudrait que faudrait vraiment que je me pose pour savoir si on rentre dans le timing de j'ai envie d'acheter du BTC. Dans tous les cas, même si on fait des cycles comme des cycles qu'on a toujours pu faire, euh, c'est pas du V-bottom derrière. C'est-à-dire qu'on a une phase quand même de structure pour acheter qui est assez forte. Donc là, on a fait la période baissière. Potentiellement, on va stabiliser ici au moins quelques mois, réduire la volatilité, comme on a pu le faire sur des périodes. On a toujours eu des périodes où la volatilité se réduit. Donc, j'ai envie de dire, volatilité qui se réduit au niveau de la Vegas Weekly. Statistiquement, tu es plutôt safe si tu vends, si t'achètes sur ces zones-là par rapport à l'acheter quand il y a volatilité ultra forte à 60% au-dessus de Vegas, quoi. Donc, je pense qu'un bon indicateur, ce serait surveiller justement la capacité, des cryptos à tenir les baisses par rapport aux US. Typiquement, là, les US, si je le rajoute par exemple, SPX, euh, SPX, pourquoi pas, pardon, tac. On tient plutôt bien la baisse, enfin la baisse des deux derniers jours sur les US, même si on s'est mangé. Je vais dire pareil, hein, quand même, on a eu un indicateur, hein, le fait que le BTC a sell-off bien avant les US. Hop, tac. Ah non, on a sell-off en même temps, autant pour moi. Bon, même si on a une sous-performance qui est purement, on a quand même eu un gros. Les US ont entraîné totalement les cryptos dans le sell-off. Donc, est-ce que vraiment tu as envie d'exposer rapidement aux cryptos, sachant que les US sont potentiellement dans une phase de pullback? Difficile à jouer. Maintenant, c'est toujours pareil. Personne n'aura les bottoms à 100%. Est-ce que commencer à faire des petites entrées, 10-15%, d'une allocation à 100% que vous souhaitez avoir à cette zone-là, est-ce que c'est pas intéressant? Je pense que ça l'est. Maintenant, j'attends vraiment la période volatilité qui se tasse et je sais pas c'est quand le halving. Je sais qu'on a toujours le timing. Pour le réunion, c'est un fort euh, un event. Ah bah super, il a fait un indicateur qui ne projette pas dans le futur. 2024, donc c'est quoi? C'est 2028? Je sais plus, un truc comme ça. Euh, Avril 2028. Voilà. Donc honnêtement, je vais dire si on se tasse ici jusqu'à la fin de l'année, enfin les 2-3 mois, 2-3-4 mois sur ces zones-là, pour moi, ça commence à devenir pas mal intéressant. Forcément, on va pump avant le halving, comme on le faisait toujours, comme on le faisait avant, et encore plus maintenant, on va dire avec, j'ai pas envie de dire la smart money, mais on va dire que on est quand même, on est plus amené à front run le halving qu'on l'était auparavant, parce que bah, c'était un actif beaucoup moins connu. Donc, si on a un front running assez fort du halving, effectivement, pour moi, on pourra avoir même une reprise début 2027, mi-2027. Ce qui fait que les zones actuelles peuvent commencer à être intéressantes. Mais si vraiment on veut être safe et vraiment potentiellement augmenter pas son levier, hein, mais son exposition à 50-60%, au moins attendre une phase de consolidation, réduction de la volatilité sur ces zones sont extrêmement intéressantes. Euh, et bien sûr, la question c'est après, est-ce que aussi on accélère l'acquisition au niveau des altcoins? Le cycle d'avant, c'était totalement BTC. Est-ce que le cycle d'après, ce sera totalement BTC? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. À l'heure actuelle, de toute façon, les seuls actifs où j'aurais envie d'avoir en portefeuille, potentiellement Ethereum. Je sais que j'en ai encore. BNB, j'aime pas mal aussi parce que forcément, ils ont ce délire de burn, d'être rentable et tout. Hype aussi est pas mal. Maintenant, Hype est totalement décorrélé hein, parce que ça reste quand même un acteur qui a extrêmement bien fonctionné avec leur mécanisme, que ce soit de burn ou même, enfin c'est pas un DAO, c'est j'ai oublié le terme, un exchange non centralisé, un DEX, ouais un DEX exactement, Pew.
Donc ça, c'est une plus-value qui a extrêmement bien marché, même en marché baissier. Donc suppose, et même quasi sûr, qu'en marché haussier, ça restera un très bon candidat à acheter. Je veux dire, si celui-ci arrive à performer en marché baissier, forcément, vous vous dites que l'argent qu'il peut générer en marché haussier sera totalement très très fort. Sachant qu'en plus, tous les week-ends, les gens regardent Hyperliquid parce que forcément, t'as des actions, même le S&P, etc., qui restent cotés 24 heures sur 24. Donc Hype a clairement un coup à jouer tant que les marchés américains ne sont pas cotés 100%, sont pas cotés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on sait qu'on arrivera à un moment, euh, ce sera pas aujourd'hui, mais je pense que dans les prochaines années, prochains mois, prochaines années, on aura des marchés ouverts 24 heures, enfin au moins 7 jours sur 7. Potentiellement des futurs, je parle pas de coter réellement les actions et tout, mais au moins des futurs qui s'échangent 24 sur 24. Mais du coup, pour l'instant, on va dire Hyperliquid a totalement sa carte à jouer à ce niveau-là, quoi. Parce qu'il permet à des acteurs de se héliger potentiellement sur les marchés, même en week-end, quoi. Voilà. Donc pour moi, je reste quand même assez bullish sur BTC à ce prix-là. Attendre potentiellement de se tasser pour vraiment augmenter son exposition. Mais ça commence à être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que tiens, il y a Cons aussi qui nous fait honneur de sa présence. À quel niveau t'achètes, Cons? Mouille-toi un peu. J'envoie une charte. De quoi? Ah, tu m'envoies J'envoie ma charte. J'envoie ma charte. une charte dans le. Ça veut pas mouiller le maillot. Euh, ah, tu m'envoies une charte, ok, j'ai mal compris. Alors attends, je l'ouvre. Tac. Oh, la qualité dégueulasse. Filbo annuel orange bar. Ah, mais ça, je connais, ça, c'est des indicateurs de fil, ça. Ah, là, c'est vrai que fil, t'as tout Un appris. fou. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est les deux zones où, bah, juste en dessous, et j'aimerais bien encore un petit débordement, hein. 59 Euh, et 45 pour le petit ouais, voilà. final. Ah, 45, c'est ultra optimiste. Euh, je et le pense, niveau intermédiaire, c'est 52, quoi. ouais, je pense que avec les US, il y a moyen de jouer si vraiment il y a un pullback plus profond. Mais c'est sûr que Ouais. c'est toujours pareil. Hein, on se garde une marge au cas où qu'on y va, on a un peu de liquidité, mais c'est pas. Si on s'attend entre guillemets d'all-in à ce niveau-là, on peut rater potentiellement le train, quoi. Mais ouais, make sense. C'est le POC ici, là, 47,4 là. Tac. Donc voilà un peu le dollar, pas grand-chose à dire. J'avais pas vu vraiment la boucherie sur les actes, que le sol était retourné à 60 balles, que Avax, Avax qui a cassé les Avax de New Atom. J'ai envie de me faire du mal. Ah ouais. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est dans un cycle qui est propice aux altcoins, c'est des trucs qui vont faire fois 15 et les gens diront c'était sûr, la techno, etc. Alors faut être totalement lucide, hein. C'est comme les actions qui explosent parce qu'elles font du data center alors qu'à la base elles n'en faisaient pas du tout. Ils jouent juste sur les flux haussiers et sur la liquidité. Euh, Faut pas, franchement, je sais jamais, hein, moi, j'ai jamais eu la notion, en tout cas de mon côté, à acheter des actifs crypto pour le fondamental. En réalité, c'est que le seul fondamental que je respecte, c'est le BTC parce qu'il n'en a pas, à part le fait qu'il soit, il n'y en a que 21 millions et on en mine de moins en moins. C'est le seul c'est la seule fonda que je respecte. Le reste, tant qu'entre guillemets, t'as pas de mécanique de génération d'argent, ta fonda, elle vaut pas grand-chose, quoi. Donc des actifs comme Hype ou potentiellement BNB,
qui ont eux vraiment un système de ils génèrent de l'argent, ils rachètent leurs actions, un peu comme une entreprise. Là, on peut parler de fondeurs un peu. Sur des autres qui font potentiellement, même Ethereum fait de l'argent et tout, tu vois. Je dis pas. Mais il n'y a pas cette loupe rentabilité burn derrière, même si effectivement ETH font du burn, mais ils émettent aussi en même temps. La fonda, voilà, c'est entre le prix, c'est quoi, c'est prix-valeur. Pour moi, les cryptos, c'est prix est égal à la valeur, hein. C'est que maintenant on crache sur Atom et Avax. Si demain ils font x10, tout le monde dira c'était sûr, Avax is the new infrastructure of the world. C'est que les gens changent totalement d'opinion en fonction du prix, hein. ETH, j'avais fait cette charte à un moment. Sur les blocs, sur enfin non, justement, les trous de volume pour justement avoir les zones qui sont intéressantes, parce que j'avais noté une zone ici qu'on avait cassée. On est sur une autre à l'heure actuelle. Potentiellement, il y a encore une autre à 1002, mais Ethereum, on s'approche, c'est pareil, hein, comme le BTC, on s'approche de choses intéressantes à voir. Si vraiment je suis aussi sur le BTC à un moment où je suis en mode, ok, là, le BTC, j'ai potentiellement envie d'augmenter mon exposition. Là, effectivement, je regarderai en second plan Ethereum, notamment ETH-BTC aussi. Parce que même si ETH-BTC, c'est pas la charte la plus sexy, on a quand même un long de si on achète ici ou je ne sais pas où le prix sera, on a un stop assez propre à mettre. Et là, c'est simple, hein, c'est que si on y va, bah, c'est all-time low et là, t'as pas envie de rester sur des all-time low. Donc, il faudra voir au moment où tu achètes le BTC, est-ce que le risque rendement est intéressant ici, quitte à mettre un stop là. Et si vraiment c'est bottom sur le BTC, le seul risque que vous avez à avoir une sous-performance pendant un X temps, c'est juste au lieu de gagner je sais pas, le BTC fait 20%, vous avez gagné que 10% sur enfin 10% sur la position. Bon, c'est pas trop grave tant que vous gagnez de l'argent. À l'inverse, si vous tapez un bear market à partir d'ici, là, ça va faire beaucoup plus mal parce que forcément, vous aurez la chute de l'actif plus la chute du spread. Donc très très mal aux fesses. Donc c'est un peu moins dangereux, on va dire, de sous-performer à la hausse que de surperformer à la baisse, quoi. D'où le fait que tant que le BTC, je n'ai pas envie d'acheter, je ne risque pas d'acheter des altcoins. Je sais pas si vous avez des questions sur des actifs en particulier, même si j'avoue que si je fais la tour des chartes des altcoins, ça risque de pas être très joli. Parce qu'en soi, on peut charter comme on veut, hein, mais bon, Sol, Avax, etc., y a rien à charter, hein, malheureusement. BNB, ça a toujours été intéressant au niveau de sa Vegas. On y est. Maintenant, voilà, pour moi, c'est un des actifs un peu plus sérieux des altcoins. Euh, c'est un gros range, il n'y a pas de sous-performance sur les derniers cycles. Il a même plutôt bien tenu par rapport au BTC, avec on est passé de 0,5, donc il a fait x2 sur le spread. C'est une seule rare des altcoins où j'aurais pas trop de problèmes à acheter, quoi. Euro USD, c'est vrai que ça fait un moment que je préfère Euro USD. C'est compliqué, hein. Je pense que ça fait Maintenant, on est tellement au milieu de nulle part que, franchement. Ouais. J'ai pas tant d'avis que ça sur le Forex. Que c'est les jeux de taux, donc là, à l'heure actuelle, on a quoi en Europe? On aura une augmentation des taux qui va venir, il me semble, de la BCE. Là où les US, potentiellement, ils veulent absolument faire une baisse de taux, même si l'inflation est super haute. Donc potentiellement, quand tu as un pays qui monte ses taux par rapport à un pays qui les baisse, forcément l'euro-dollar risque de monter. Maintenant, le marché a pas l'air d'y croire sur les derniers jours. On est toujours bloqué sur ce range autour des 1,15. Mais si je devais parier sur une continuité, potentiellement, on va rechercher les 1,25.
1,25, 1,30. C'est un peu la zone, on va dire, max que je vois l'euro USD remonter. Si effectivement il y a une surperformance. Ah, une surperformance. Si effectivement la BCE monte les taux et les US les baissent, même si je pense pas qu'ils vont les baisser, ils vont juste les garder. Que maintenant les US ont le total contrôle sur la banque centrale. Hein. Forcément, il a mis son pote, on va dire, à la tête de celle-ci. On va dire que c'est beaucoup plus simple pour contrôler la politique monétaire. Tant qu'on le veuille ou non, hein, c'est la dette, la crise, enfin, l'effet de la dette. Les dettes ne font qu'augmenter, que ce soit en Europe, que ce soit en France, avec nos systèmes, nos fameux systèmes politiques et monétaires et de retraite. Aux US, ce sera same shit. Je veux dire, ça fait 20 ans que ça fait même plus, hein, que les dettes ne font qu'augmenter. On peut encore avoir 20 ans d'augmentation de dette, j'ai envie de dire. La réalité nous rattrapera forcément un moment. Maintenant, ça sert à rien de doom post tous les jours en mode bah, la dette elle monte, ça va cracher, ça va cracher. Parce que même si le raisonnement paraît sensé et smart, le rendement sur votre portefeuille est nul. Donc, c'est un peu le slogan Beer sounds smart, Boots makes money. Donc, faut toujours mieux, quitte à choisir pile ou face, faut toujours mieux choisir être un bull qu'un beer, quoi. Sur le longue période, en soi, c'est ce qui est le plus rentable. Voilà, voilà. Pas trop ce que font les US avec ce. Je sais pas plus sujet là que j'en ai, donc je sais pas si vraiment il y a une vraie cause ou c'est un simple pullback. Je sais pas si vous avez des questions. Rien de spécial, attends juste. C'est un peu la logique que j'ai actuellement, honnêtement. Il n'y a pas à se précipiter, notamment sur le BTC. Je pense qu'on a le temps. Enfin, on a le temps. Je pense que les 2, 3 prochains mois sont très intéressants pour se positionner. Le niveau reste intéressant. On peut aller potentiellement plus bas. On peut toujours aller plus bas. On peut même totalement casser la logique des Vegas et aller beaucoup plus bas. Hein, c'est la réalité. C'est que même s'il y a des règles, oh, tous les 4 ans, on fait ça, machin et tout, faut pas oublier que le marché fait quand même ce qu'il veut à la fin. Je sais pas si MicroStratégie a un rect monstrueux, ils sont obligés de vendre en market sell leurs actifs. On peut avoir une pression plus baissière qui va jouer bah, comme le Covid sur des extrêmes. C'est tout à fait jouable. Maintenant, si vous comptez trader en permanence, enfin trader, investir en attendant les extrêmes, bah, vous pouvez attendre longtemps. Ça peut être extrêmement rentable. Hein. Il y a des périodes bah, avec le Covid et tout, c'est là où vous pouvez faire votre argent. Maintenant, la quasi-majorité du temps, il n'y a pas d'extrême. Il faut savoir effectivement se positionner, on va dire, sur un marché qui pull back assez simplement. C'est le même BTC, hein, qu'il soit à 120 000 ou à 60 000. Same shit, different price. Euh... Ah, si, il y a un actif, il y a un actif. Je crois que ça va faire plaisir à Conslit. Mais moi, c'est la Colombie que j'aime bien en ce moment. Je suis en train de regarder pour acheter, pour potentiellement investir, enfin, quelques actions colombiennes. Euh, Parce que je trouve bah, toi, je me suis même mis une alerte et tout au cas où qu'on casse. Bah forcément, l'Amérique latine a en règle générale pas mal augmenté, avec notamment le Brésil. Le Brésil.
C'est quoi l'ETF? Avec les politiques, avec la politique de Milei et autres, et notamment, bah, on a les élections, pardon, on a les élections à l'heure actuelle, pareil en Colombie. Je crois dans 2 semaines, il me semble un truc comme ça, euh, qui ont l'air extrêmement intéressantes. Je crois que c'était combien? Élection présidentielle, qui donne nettement en tête Abelardo de la Esprella. Bon, j'ai massacré son prénom. Mais en tout cas, j'ai une très forte confiance, en tout cas sur Polymarket, sur sa victoire, sachant qu'il est de droite, droite un peu comme Millet à l'époque, enfin pas à l'époque, hein, comme Millet. Donc potentiellement, on pourrait avoir un re-rating pareil de la région. Donc ça a commencé, euh, comme vous pouvez le voir, c'est simple, hein. À l'heure actuelle, elle était au coude à coude le 19 mai. Donc c'était, je crois que le 19 mai, c'était la premier tour. Donc il y a le second tour qui va arriver dans 2-3 semaines. Le 19 mai, on était autour d'ici, si je ne m'abuse. Donc ouais, on était à peu près là. Donc le marché a remonté 10% sur justement euh, potentiellement l'attrait, enfin pas les traits, hein, mais la compréhension qu'il y a de grandes chances que ce candidat-là gagne. Et effectivement, s'il gagne, bah, il y a pas mal d'actifs qui pourraient gagner forcément bah, quand le pays, on va dire, se libère financièrement, économiquement. On peut s'attendre à des re-ratings assez forts. Donc j'avais deux, trois boîtes comme EC et EC qui est une boîte pétrolière à contrôler, ligaturée par le gouvernement et tout. Je sais que la personne, le prochain président a dit qu'il le libérait, on va dire qu'il libérait, libérait, mais on va dire enfin, la boîte c'est quasiment nationalisé. Il va pas la dénationaliser, mais le même principe quoi. Donc, c'est une exposition intéressante. Je sais plus, je me suis pas mis, faut que je me les note. On voit. Je sais plus c'est quelle autre boîte. Une bancaire, je fais pas ici. CIB. CIB intéressant aussi. C'est une banquière pareil qui gagne, qui gagnerait effectivement que le pays. Dès qu'un pays se libère en termes économiques, forcément il y a un boom au niveau des prêts, au niveau de la rentabilité, au niveau des taux. Euh, donc expo plutôt intéressante. Si vous voulez plutôt jouer la carte totale, alors c'est plutôt un ETF, hein. Normalement, vous avez celui-ci, Global X MSCI Columbia ETF. Je sais pas si vous êtes sur PEA, il y a des vrais, il y a des vrais expos ETF. Je n'en sais rien. Je crois qu'il y a des expos Amérique latine avec pas mal de Brésil, mais la Colombie, ça reste quand même très petit, quoi. Mais voilà, si vous sortez un peu des zones de confort, enfin zones de confort, zone d'expo US ou question c'est est-ce que Nvidia va sortir des bons chiffres ou pas, on va dire là on est totalement en dehors de ces questions économiques avec effectivement une exposition sur des pays d'Amérique latine. Et en fait, quand on regarde hein, la Colombie, euh, Colombia, PE ratio, les PE ratio à l'heure actuelle, elle se paye 10 fois ses PE ratio. Donc certes, c'est pas un pays qui va se payer 20 ou 30 fois, c'est par multiple comme les Américains, mais on est souvent quand même autour des 15, voire autour des 20. Donc potentiellement un x2 qui peut arriver rapidement si le président gagne. C'est intéressant à prendre. Alors bien sûr, ça aurait été plus intéressant encore plus en janvier 2024. Mais c'est comme tout. On peut pas être exposé à tout et n'importe quoi. Mais je trouve à l'heure actuelle que ça fait pas mal de sens. Je sais pas ce que t'en penses de tes périples en Colombie. Pense si tu valides le pays et l'économie autour de ce pays. Voilà, All in Latinas, voilà. Donc, donc intéressant. Je pense que ça peut faire sens dans un PEA. Après, la problématique, je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver un PEA exposé essentiellement sur la Colombie.
Mais sur un CTO, potentiellement, ça peut être une exposition. En tout cas, moi, j'attends, genre, je vais pas attendre, je voulais creuser les deux, trois boîtes avant de m'investir, mais potentiellement une exposition avant mince, le deuxième tour, parce que forcément, c'est là où il y aura sûrement le plus au rebond, sursaut de performance, une fois que le vainqueur sera désigné. Mais voilà, c'est un peu la petite expo que je me garde sous le coude pour sortir un peu de cette folie des US. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions ou non. On se voit un petit à le rideau. Je crois que IGV, ça peut être aussi c'est pas mal intéressant. Secteur qui a quand même sacrément souffert ces dernières semaines, derniers mois, par rapport aux SOX par exemple. Hein, je veux dire, il n'y a pas. Mais l'IGV, voilà, il y en a un qui a pris cher forcément. Il y en a un autre où c'est l'Eldorado, quoi. Donc IGV a toujours été un secteur qui performait plus que le SOX parce que bah il y avait beaucoup plus de rentabilité dans les boîtes de software, mais maintenant forcément il y a des capex monstrueux sur la chaîne supply chain pour scaler les infrastructures IA qui sont censées remplacer en plus les softwares, potentiellement va de coder l'entièreté du software. Donc il y a eu très mauvaises performances ces dernières semaines. Euh, il y a moins de 38% alors que le marché aussi, hein. Donc ça rappelle les pullbacks qu'on a pu avoir, moins 40 pendant la phase de pullback. Ça restait quand même sacrément violent, surtout en termes de surperformance par rapport au marché traditionnel. On a commencé à rebondir pas mal. Pour moi, le software ne va clairement pas disparaître. En tout cas, ça dépend de quelle boîte de software. Et j'ai des boîtes de software qui me plaisent plus ou moins, hein. Donc on a des boîtes, la réalité, c'est que Palantir me plaît pas mal. Au niveau de l'IA, au niveau de sa capacité à être embriqué dans le futur américain pour la partie militaire et la partie software au niveau des différentes boîtes avec qui elle travaille. Je pense qu'elle a un vrai coup à jouer parce que forcément, en plus, elle déploie les modèles au niveau des entreprises, au niveau des retraitements d'informations. Shopify aussi, j'aime pas mal au niveau de l'argentique. L'argentique, on n'est pas forcément parlé beaucoup. Mais c'est un secteur qui va sûrement accélérer fortement. Et Shopify, pour moi, elle se paye encore assez cher, on va pas se mentir. Je sais pas, elle est à combien? Là, elle est à 150. Donc tu payes 70 fois ses bénéfices à l'heure actuelle et tu payes 30 fois ses bénéfices estimés en 3 ans. Donc c'est quand même assez cher. Elle s'est toujours payée très cher, cette boîte-là. À part effectivement au fin fond de la chute en 2022. Mais ça peut être une boîte intéressante si on veut jouer effectivement sur l'économie agentique au niveau e-commerce. Une autre boîte que j'aime beaucoup, qui a forcément pas mal sous-performé en ce moment parce que exposé crypto, Circle. Circle, je pense qu'il n'y a pas meilleur business model que Circle. Dans une zone assez intéressante avec un bon bloc de volume. Euh, Maintenant, Circle a la tendance générale de performer que quand il y a des earnings. Donc là, il n'y a pas vraiment de earnings, plus le fait que le BTC sous-performe. C'est pas dingue. Donc, honnêtement, si potentiellement je vais me réexposer sur le BTC, je pourrais aussi mettre en même temps une pièce sur Circle au niveau de mon portefeuille, on va dire un peu plus pro. Parce que il me semble que je l'ai encore en portefeuille une partie. J'en avais acheté pas mal à l'époque sur ce breakout-là. J'en avais vendu un peu par ici, racheté ici, vendu un peu là, et pour l'instant, j'ai encore peut-être la moitié ou un tiers de ma position. Je ne sais plus exactement. Euh, euh, c'est- J'avais 55, 58, 59 et j'avais vendu, voilà, 110, 125, 124. Mais il me semble qu'il me reste encore.
Une exposition à 2% de mon portefeuille, par exemple. Donc, j'en ai encore un portefeuille, je ne l'oublie pas. Potentiellement renforcer la position, mais plutôt en stand-by. C'est une boîte qui a une proposition de croissance extrêmement forte, hein. Si on regarde typiquement sa rentabilité attendue, maintenant, pas à l'instant T. Comme vous pouvez le voir, ça va scaler rapidement 3, ça va doubler les rentabilités entre 2028 et 2029. Donc il y a pas mal de trucs qui vont venir, mais on n'a pas besoin d'être pressé à l'heure actuelle. Sachant qu'en plus, c'est une boîte qui se joue énormément sur la croissance des stablecoins, et deux, les taux d'intérêt interbancaires, donc les taux courts. Les taux courts, on est plus censé arriver sur un stall, voire une baisse à l'heure actuelle, même si potentiellement on parle déjà de remontée de taux parce que l'inflation réaccélère. Mais voilà, il y a deux composantes, hein. C'est multiplication, croissance des stablecoins, multiplié à la courbe de taux, enfin pas courbe de taux, multiplié au taux d'intérêt court terme qui font la rentabilité de la boîte. Donc cette boîte-là reste un pari double, sur un pari sur les taux d'intérêt qui restent assez hauts et la croissance du stablecoin. Cette croissance de stablecoin, j'ai aucun doute là-dessus. De l'agentique autour des moyens de paiement ultra rapides et tout, justement à travers les stablecoins. Par contre, effectivement, au niveau des taux d'intérêt, cette boîte-là, forcément, s'il y a une crise, les taux d'intérêt vont être divisés par 10, quoi. On va passer de 2% enfin, je sais pas, 3% de taux d'intérêt à 0,5%. Cette boîte-là sera 5 fois moins rentable. À l'inverse, si on continue d'accélérer, qu'il y a de l'inflation, que les taux remontent, potentiellement, cette boîte-là va gagner énormément parce que, on aura une économie qui run assez haut, des taux d'intérêt assez hauts, et c'est un peu comme une banque, hein. Donc, il y a ça, faut pas oublier. Mais on va dire l'actif est extrêmement intéressant. Mais puis c'est le genre d'actifs qui vont exploser lors de leur IPO pour complètement s'écraser derrière. Ça, c'est toujours des boîtes que moi j'aime beaucoup. Parce qu'en soi, la qualité de la boîte est indéniable. La hype de celle-ci l'a fait exploser en bourse. Pour moi, elle est sortie potentiellement trop tôt en bourse par rapport à sa rentabilité. Mais bon, c'est toujours pareil avec les IPO. Mais ça me rappelle potentiellement les boîtes comme Robinhood. Pour moi, c'est des boîtes où j'ai fait les meilleurs multiples de croissance dessus parce que j'adorais la boîte, et la boîte, elle a fait, en fait, elle a sorti en IPO ici. Elle a explosé pour derrière faire un moins 87%. Pas parce que la boîte, elle a été moins bonne ou autre, hein. C'est une question des attentes des marchés qui étaient beaucoup trop fortes à l'heure actuelle. Mais c'est toujours le même produit, même CEO, etc. Et derrière, forcément, quand on l'a racheté par là, autour de là, je me suis gavé dessus. D'ailleurs, à l'heure actuelle, elle a pullback assez fortement. Donc, j'ai commencé à me repositionner dessus. Ça reste une boîte quand même vraiment bien intéressante. C'est vraiment pas mal intéressante dans sa capacité même si en ce moment, IBKR, elle vend en poupe aussi énormément. Mais on va dire, pour faire clair aux jeunes, Robinhood est quand même extrêmement bon. En plus, il y a leur système de banking qui va sortir. Les taux d'intérêt, enfin, il y a pas mal de produits qui, justement, sont potentiellement pas dans les prix, pas encore dans les forecasts de prix, parce que, ils sont pas encore arrêtés à annoncer. Donc, beaucoup d'innovation avec un CEO, founder, etc. Donc, c'est toujours une boîte que j'ai beaucoup aimée. Mais c'est effectivement un exemple de une boîte que j'aime énormément, que j'achète après un moins 90%, et potentiellement, c'est la même boîte avec un multiple beaucoup moins cher, et qui ont une rentabilité potentiellement très forte une fois que le cycle est passé, quoi. Une autre à l'heure actuelle sur la robotique que j'aime beaucoup et que j'ai acheté récemment, j'en parle, c'était Ooster. Même chose. Boîte qui a IPO avec un multiple extrêmement fort. Elle a hypé à l'époque 2020-2021. Forcément, tous les marchés étaient haussiers. Et en plus, l'arrivée des lidars était extrêmement populaire. Donc, eux, ils font des lidars. Donc, c'est des caméras pour voir en 3 dimensions pour la conduite autonome ou la robotique ou les trucs de drone ou autre. Et derrière, hop, on fait un moins 96%. Ils issue, je crois qu'ils ont augmenté fortement
leur nombre d'actions en circulation, leur nombre d'actions en circulation. On était passé à 1 million, à 2 millions d'actions après non, je crois que l'IPO était à ce moment-là, donc c'était à 13 millions d'actions. Ah ouais, ils ont multiplié par 4 leur nombre d'actions pour financer leur R&D et leurs produits. Et honnêtement, maintenant, c'est une de mes plus grosses expositions, expositions sur les marchés. Et c'est une boîte que je vais pas arrêter d'acheter, on va dire, dans ces zones-là, que j'attends potentiellement. Ça peut être intéressant sur pullback ici. Maintenant, 35, j'aimerais bien pouvoir la racheter vers les 26, 27. Ça dépendra, on va dire, les marchés, s'ils nous offrent ça. Mais c'est le genre de boîte qui m'intéresse, hein. Donc les boîtes qui ont été complètement oubliées à l'abandon, sont moins 90%. Et pour autant, leurs produits marchent vraiment très bien, tout. Bah, c'est là où forcément, alors j'ai pas eu la chance de l'acheter autour des 6 ou 7 dollars. Mais c'est là où effectivement on a souvent des gros multiples, hein. Voilà, voilà. Je sais pas trop ce que vous voulez parler d'autre. Hum, hum, hum. Pas de question particulière. Si on peut s'arrêter là. Hop. Bah c'est bon alors, 1h05 quasiment. Ouais, 1h30 plutôt. Et ben j'essaye de faire ça semaine prochaine, s'il y a quelque chose qui se passe sur les marchés. Si je prends, je le dis, hein, je te le redis, si je prends des positions au niveau des cryptos, je n'hésiterai pas à le dire sur Discord. Je veux dire, je vais pas faire quelque chose que vous dire quoi faire et pas le trader entre guillemets avec vous. Au moins, je serai transparent sur ce niveau-là. Mais bien sûr, vous verrez pas un jeu all-in en mode all-in à ce niveau-là ou sell-out, hein. Comme je vous dis, le marché, on n'est pas sur des latinas, on ne joue pas en binaire, en mode all-in ou all-out. Donc ce sera sûrement potentiellement pour scaler, on va dire, mes nouvelles positions pour le cycle prochain sur le BTC, quoi. Mais ce sera dans la même logique que ce que je vous expliquais là. Marché qui ne bouge pas trop, qui commence à avoir, je crois il y a la vol B, je crois, ici. C'est pas des vols, un truc comme ça, je me rappelle. Euh, euh, un des vols. Ça me semble assez faible et assez cassé, celle-ci. Potentiellement, je sais pas, hein. Hop, on va se dire ça. Euh, donc, ça, vous voyez, hein, hop. Bon, là, tu me diras, si t'auras acheté ici, bon, tout est fait rect parce qu'on a encore fait moins 50%. Mais en règle générale, c'est toujours extrêmement intéressant d'acheter sur les niveaux de bévol extrêmement faibles. Maintenant, bon, c'est un bévol extrêmement faible, alors que le BTC a fait x10, x15. Peut-être que c'est pas le bon moment. Mais vous voyez la logique. C'est qu'on va dire sur les dernières fois. Donc potentiellement, si on a un BTC dans les prochaines semaines, mois, qui arrive au niveau de 4, entre 4 et 2,5, ce sera peut-être intéressant justement de jouer la volatilité qui va revenir pour jouer une volatilité haussière. Euh, voilà. Maintenant, effectivement, on peut quand même être dans le cas où on casse complètement. Surtout si les US, ils mettent aussi, mais je sais pas si vous voyez en tout cas la logique de gestion. Mais voilà, c'est à peu près entre guillemets mon plan à l'heure actuelle pour le BTC. Alright. De toute façon, je coupe l'enregistrement. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à pas dans le chat.